Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti. Bienvenue dans mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je suis ravie d'échanger avec Morgane Tocco, docteur en anthropologie sociale à l'École des hautes études en sciences sociales, autrice de « Moi aussi je te regarde ». Dans ce livre, la chercheuse décrypte la façon dont les femmes regardent le corps des hommes, interroge leur rapport à la beauté masculine, décrypte ce qui les séduit ou pas, un point de vue rarement étudié qui montre que la séduction n'échappe pas aux normes. Micro. Bonjour Morgane Tocco, vous êtes docteur en anthropologie sociale à l'École des hautes études en sciences sociales et votre thèse « Moi aussi je te regarde », regard de femme sur corps d'homme, a récemment été publiée. Vous pouvez nous expliquer l'objet de votre travail ? Alors, je me suis intéressée au regard de femmes sur les corps d'hommes parce que je me suis rendu compte qu'on n'en parlait pas dans les médias, on n'évoquait pas ce sujet-là en fait au niveau du grand public comme au niveau de la recherche, alors que c'était un sujet que dans les confidences intimes entre femmes on pouvait évoquer. Et donc je me suis dit que c'était important de prendre au sérieux cette question-là et voilà, je me suis lancée dans une thèse de doctorat avec cette question-là. Donc j'ai fait une enquête pendant 3 ans. J'ai à la fois fait des entretiens avec une 50aine de femmes âgées de 18 à 85 ans. Et donc c'est des entretiens où je leur posais des questions sur la manière dont elles regardent les hommes au quotidien et aussi sur leur pratique de photo et de dessin, que ce soit d'ailleurs les hommes qu'elles connaissent comme leurs partenaires intimes ou les hommes inconnus dans la rue, leurs collègues, etc. Et à côté de ça, j'ai fait une étude de 2 projets artistiques féministes qui encouragent les femmes à dessiner et photographier les hommes de manière érotique. Donc D'accord. C'est le projet Sprinkle pour le fanzine et le Steedman. D'accord. Donc l'idée c'est de se réapproprier le droit de regarder parce qu'effectivement votre enquête révèle que la majorité des femmes ne s'autorisent pas à regarder les hommes ou n'osent pas l'admettre. Et comment vous l'expliquez cette retenue ? C'est lié à la peur du jugement ? Parce que c'est risqué de regarder un homme ou la peur que ce soit que leur regard puisse être interprété comme une invitation ou peut-être aussi une difficulté à assumer leur propre désir peut-être ou... En fait, ce que j'ai remarqué au cours de l'enquête, c'est que, étant donné qu'on ne parle pas ouvertement finalement des regards de femmes sur les corps d'hommes, c'est un petit peu tabou. Et donc en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes, effectivement, soit n'osaient pas avouer qu'elles appréciaient la beauté physique des hommes, soit le faisaient mais seulement avec certaines copines, ou enfin voilà. C'est pas des choses qu'on dit ouvertement, ou en tout cas, tout le monde ne s'autorise pas à le dire ouvertement. Oui. Il y a vraiment différents cas de figure. Et effectivement, en fait, moi, ce que j'ai pu analyser, c'est qu'il y a ce que j'ai appelé une dissymétrie des rôles de séduction, c'est-à-dire que en fait, notre société est organisée de façon assez binaire et en fait, le corps qui est censé être beau et désirable, c'est le corps des femmes. Et en fait, le corps des hommes, c'est un peu un non-dit, en fait. On n'en parle pas parce qu'en fait, on parle des regards et des désirs d'hommes. Et donc, quand moi, je vais interroger ces femmes, je me rends compte de tout ça, en fait, parce que je me retrouve face à des femmes qui me disent « Ah, mais les hommes, de toute façon, ils sont pas beaux. » Bon, ça, c'est pas toutes les femmes, mais il y en a qui le disent. Ah oui. Ou bien « Oh, mais c'est pas important, la beauté, c'est la personnalité. » Enfin, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait, mais la beauté, c'est rien. Donc voilà, il y avait vraiment beaucoup de discours de minimisation. Et donc ça m'a vraiment questionnée. Et enfin, j'ai analysé en profondeur ces discours et je me suis rendu compte que du coup, ces discours sont liés au fait qu'effectivement, il y a cette binarité homme-femme qui fait que, oui, en fait, c'est difficile parce que c'est pas ce qu'on attend des femmes qu'elles parlent de la beauté des hommes. Et aussi parce que, socialement parlant, ça peut être compromettant, en fait, pour une femme d'affirmer haut et fort qu'elle apprécie la beauté et le corps des hommes. Parce qu'en fait, ça peut la faire passer pour une femme à la sexualité débordante, qui, du coup, peut avoir le stigmate de la fille facile, enfin voilà. Et du coup, il y a toute cette problématique-là, parce qu'en fait, il est plutôt attendu que les femmes aient un désir passif, qu'elles désirent être désirées par les hommes, mais pas qu'elles désirent activement, en fait. Oui, bien sûr.
Et ça, c'est ce que vous appelez, c'est une construction sociale, en fait. Et alors, dans votre intro, c'était intéressant, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas, vous parliez de votre projet, et un homme a entendu votre discussion, et il est intervenu, et il disait, oui, de toute façon, les femmes ne sont pas visuelles. Et ça vous a encore en plus donné envie, c'est ça, de faire cette recherche? Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée que les femmes ne sont pas visuelles, que ce sont les hommes qui sont visuels, et que donc le corps féminin est considéré comme l'incarnation de la beauté et du désir. Bon, il y a même des théories qui considèrent que ce corps féminin fonctionne comme une sorte de stimuli qui va activer le désir masculin. Et en fait, tout ça, donc ce sont des interprétations, tout ça, en fait, nous, en tant qu'anthropologues, sociologues, enfin voilà, toutes les sciences sociales ont déconstruit en fait ces idées essentialisantes qui considèrent que les hommes et les femmes sont drastiquement différents et désirent de façon naturellement opposée. Et en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que bien sûr, c'est plein d'éducation. Par exemple, la pornographie s'adresse principalement aux hommes et les hommes sont éduqués à la pornographie. Et en fait, il y a toute une mise en spectacle du corps féminin de façon érotique qui s'adresse aux hommes. Et en fait, du coup, on se pose même plus la question. Mais en fait, le regard des hommes sur les corps des femmes est aussi culturellement construit. Donc, en fait, tous les regards sont construits. Mais comme effectivement, il y a une spectacularisation et une érotisation vraiment spécifique des corps de femmes, on a tendance à croire que le corps des hommes n'est pas érotique en soi, n'est pas beau en soi, et que du coup, on ne sait pas trop quel regard poser sur ce corps. C'est sûr, parce que d'ailleurs c'est intéressant quand vous évoquez donc ce projet d'exposition de dessin et photographie érotique de corps masculin. Les illustratrices, en tout cas certaines, elles-mêmes trouvent que c'est finalement plus facile de dessiner une femme désirable et de trouver ce qui est érotique dans le corps d'une femme, alors qu'elles-mêmes ont un petit peu de mal à dire qu'est-ce que je vais dessiner pour ne pas juste dessiner un sexe d'homme, en fait, parce qu'elles se posent la question d'essayer d'aller plutôt vers justement l'érotisme et pas tout de suite la suggestion auquel tout le monde s'attendrait. Donc c'était étonnant, ça, je trouve. Oui, en fait, c'était intéressant d'étudier les processus de création des femmes qui tentent d'érotiser les corps d'hommes en images, surtout quand elles n'en ont pas l'habitude, parce que du coup, on peut vraiment suivre avec elles quelles sont leurs difficultés, leurs freins. Et en fait, il y en a plusieurs qui, effectivement, à la fois se rendaient compte qu'elles ne savaient pas forcément dessiner aussi bien le corps masculin que le corps féminin. Donc ça, c'est une question d'habitude, mais c'est aussi parce que c'est moins légitime, en fait, socialement, de dessiner un corps d'homme de manière érotique, parce que, comme ce qu'on disait jusqu'ici, il y a une habitude à regarder les corps féminins comme étant l'incarnation de la beauté et du désir. Enfin, quand on se promène dans la rue, quand on regarde, partout, en fait, on est inondé d'images de corps de femmes. Donc, à la fois, en fait, le regard s'habitue, parce que apprendre à dessiner, c'est apprendre à regarder. Et en fait, quand on a devant soi bien plus de corps de femmes, évidemment, on arrive bien plus facilement à dessiner des corps de femmes. Mais ce qui est plus pernicieux encore, c'est qu'effectivement, comme il y a ce spectre du jugement social, en fait, qui va venir douter de sa sexualité à partir du moment où, en tant que femme, on va dessiner un corps d'homme. D'un coup, en fait, on apparaît comme une femme qui a une sexualité différente. Et donc, il y a des femmes qui ont participé à ce fanzine qui me disaient, en fait, moi, j'ai dessiné un homme tel qu'il me plaît, mais je trouve ça très, très courageux. Et c'est la première fois que je le fais, et en fait, je le referai pas. Parce que, en fait, ça met dans une position qui est difficile à assumer, alors que, à contrario, dessiner une femme de manière érotique, c'est tellement banal que, en fait, c'est tout à fait acceptable socialement. Oui. Mais j'imagine que le regard des femmes sur les corps masculins varie selon l'âge, le milieu social, l'orientation sexuelle. C'est quelque chose que vous avez étudié ? Oui, alors c'est surtout l'âge qui était assez flagrant. Alors il faut savoir que les femmes que j'ai rencontrées avaient quand même un milieu social assez homogène. C'est plutôt des femmes de classe moyenne supérieure. Donc j'ai pas pu avoir de comparaison
très fortes en termes de classe sociale, même si on voit que le fait qu'elles appartiennent à cette classe sociale a des répercussions sur leur discours, parce que du coup, il peut y avoir par exemple un mépris de certaines formes de masculinité, de certaines esthétiques qui peuvent être des esthétiques classées comme populaires. Par exemple ? Par exemple, parmi les femmes que j'ai rencontrées, il y en a beaucoup qui trouvaient que les hommes trop musclés, c'était pas quelque chose de séduisant. Et en fait, quand on creuse un petit peu, les hommes musclés, en tout cas qui travaillent vraiment fortement leur musculature, c'est souvent des hommes de classe moyenne ou populaire. Et donc il peut y avoir une forme de mépris de classe en fait à travers ça, où c'est plutôt valorisé dans certaines classes sociales, des hommes qui sont plutôt fins ou qui font pas du sport pour gonfler leurs muscles, mais qui font du sport pour d'autres raisons. Pour être en bonne santé. Pour être en bonne santé, par exemple. Et alors, la différence liée à l'âge, c'est-à-dire que les femmes plus âgées regardent plus facilement parce que finalement, elles sont peut-être libérées de certaines choses ou... Alors, c'était assez intéressant parce que il y avait vraiment un écart dans les discours parmi les femmes que j'ai rencontrées au niveau de l'âge. Pour le dire grossièrement, les femmes de plus de 50 ans avaient toute tendance à me dire qu'elles s'intéressaient moins aux hommes qu'avant, qu'elles regardaient moins les hommes dans les espaces publics et qu'en général, elles avaient du mal à trouver les hommes beaux, alors que ce discours-là était quand même moins présent chez les femmes plus jeunes. Et en fait, en creusant un petit peu et en étudiant notamment la manière dont elles regardent les hommes dans les espaces publics, je me suis rendu compte que en fait, il y a un double processus. À la fois, elles me disent qu'elles se sentent plus à l'aise dans l'espace public parce qu'elles ont l'impression d'être moins regardées comme des objets de désir, comme des proies par les hommes. Donc ça apporte une forme de confort. Mais en même temps, elles n'osent pas forcément en fait regarder les hommes qui sont plus jeunes qu'elles. Parce que là, il y a un peu la crainte d'être associée peut-être à la figure de la cougar, que je retrouve beaucoup dans plusieurs entretiens. Et du coup, en fait, les femmes de plus de 50 ans me disent que les hommes de leur âge, elles les trouvent moins attirants, parce qu'il y a aussi l'idée que, en fait, c'était un peu la surprise finalement, c'est que même si l'idée reçue dans la société est que les hommes vieillissent mieux que les femmes, parmi les femmes que j'ai rencontrées, il y en a beaucoup qui me disaient qu'en fait c'était pas vrai et qu'elles considéraient que les hommes de leur âge ne vieillissaient pas mieux que les femmes de leur âge. Et voilà, donc il y a un peu... Voire se laisser aller, parce que ça, mais on l'entend souvent. Absolument, il y a beaucoup de critiques sur le fait qu'en fait les hommes... surtout de ces générations-là, on verra peut-être que c'est en train de changer peut-être auprès des générations les plus jeunes, mais en tout cas, les hommes de plus de 50 ans n'ont pas du tout eu d'injonction à soigner leur apparence, contrairement aux femmes, et donc effectivement, ils n'ont pas fait en sorte de réduire les effets du vieillissement en prenant soin, en faisant du sport, en faisant des régimes, même en prenant soin de leur peau, voilà, rien que... même mettre de la crème hydratante. Et donc voilà, il y a beaucoup de critiques qui font que les femmes se détournent en fait de ces hommes-là. Elles peuvent considérer que les hommes plus jeunes sont beaux, mais par contre, elles n'assument pas forcément de les regarder. Donc elles disent qu'elles peuvent les regarder, mais pas de la même manière qu'elles regardaient les hommes avant. Donc avec peut-être plus de discrétion, ou en tout cas en essayant de désérotiser en fait cette façon de regarder. Du coup, elles les regardent peut-être... il y a souvent la métaphore de l'œuvre d'art en fait qui revient. Ah, oui. Elles les regardent comme des tableaux, des peintures, des sculptures, mais voilà, en mettant une distance... Je crois que le titre de votre livre, Moi aussi je te regarde, c'est la remarque d'une femme que vous avez interrogée. Absolument. On discutait des relations hommes-femmes et en fait, elle explique qu'elle est de plus en plus énervée vis-à-vis des hommes donc elle a une cinquantaine d'années et en fait, elle se rend compte que les hommes de son âge continuent à être très exigeants par rapport à l'apparence physique des femmes et critiquent en fait les femmes vieillissantes comme étant moins attirantes que les femmes jeunes. Et en fait, elle est horrifiée par ça parce qu'elle voit qu'autour d'elle, les femmes prennent soin d'elle et essayent de continuer à se rendre désirables, alors que les hommes qui tiennent ces discours-là ne font aucun effort. Et donc là, en l'occurrence,
elle commence à être énervée et elle s'adresse à cet homme face à moi en lui disant « mais moi aussi je te regarde ». Parce qu'en fait, moi aussi j'ai un désir, moi aussi je préférerais que tu aies fait attention à ton apparence pour que tu sois plus agréable à mes yeux. Et en fait, voilà, donc c'était vraiment un cri de colère finalement, de dire c'est réciproque en fait, le désir et le plaisir visuel. Bien sûr, mais c'est vrai aussi, vous le remarquez, les hommes ne sont pas habitués à être regardés. C'est aussi pour ça qu'ils ne... Alors, vous dites que ça change. De quelle manière ça change, en fait, tout ça ? Les jeunes générations sont plus incitées à prendre soin d'eux. On voit qu'ils vont beaucoup plus à la salle de sport. Il y a aussi l'effet des réseaux sociaux, des sites de rencontres, etc. Donc, on est quand même dans une société de l'image où maintenant, effectivement, les hommes aussi connaissent une forme de pression sociale, même si je pense qu'elle est toujours pas... Enfin, après, c'est pas souhaitable que les pauvres aient la même pression sociale que les femmes, mais bon, en tout cas, il y a toujours des déséquilibres, mais ils sont peut-être en train de changer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, en fait, sinon, parce que jusqu'ici, on n'attendait pas... c'était pas caractéristique de la masculinité aussi. Un homme ne devient pas un vrai homme parce qu'il est beau. Alors qu'une femme, si jamais c'est une belle femme, on va considérer qu'elle est féminine, que c'est une vraie femme. Et c'est pour ça que c'est important aussi de le ramener à la question du genre, parce qu'en fait, dans la construction des identités de genre, la beauté joue un rôle très fort. Et justement, un homme qui prend trop soin de son apparence, il peut aussi être considéré comme féminin. Et dans ce cas-là, en fait, il peut aussi être critiqué parce que n'étant pas assez homme. Mais certaines des femmes de l'enquête, d'ailleurs, à la fois n'aiment pas les hommes qui se laissent aller, mais n'aiment pas non plus les hommes qui sont trop coquets ou qui prennent trop soin de leur apparence. Alors finalement, on se dit, ils subissent les normes eux aussi. Oui, c'est sûr. En fait, ça montre que tout est très compliqué et que du coup, toute une question de nuances. Mais donc, effectivement, à la fois, il y a la critique des hommes qui prennent pas soin d'eux, mais ça va d'ailleurs jusqu'à l'hygiène, en fait, qui ne pensent pas à mettre de la crème, à se brosser les dents, à se laver les cheveux. Il y a aussi c'est la base. Même la base. Voilà, même la base. Et par contre, à l'autre spectre, les hommes qui prennent extrêmement soin d'eux, ça peut être des figures repoussoires pour certaines femmes, pas pour toutes, j'imagine qu'il y a quand même des personnes qui apprécient, mais c'est vrai que ça vient aussi, notamment sur les discours de la beauté, quand les femmes me disent « Ah non, mais la beauté, c'est pas ce qui compte », c'est aussi ces hommes-là qui sont visés, par exemple. Ce sera la figure du métrosexuel, ou bien les hommes qu'on peut voir dans les téléréalités, qui sont extrêmement apprêtés, etc. Et donc voilà, ça, du coup, c'est des formes de masculinité qui sont pas forcément appréciées par les femmes que j'ai rencontrées, mais une fois de plus, il y a de tout. Il y a plein de types de goûts différents. Mais ce qui est intéressant, justement, j'allais y venir sur la façon dont les femmes parlent de la beauté masculine, c'est que, donc, elles disent, ça ne suffit pas. En tout cas, pour qu'on trouve un homme séduisant, ça ne suffit pas qu'il soit beau. Mais on a parfois l'impression aussi qu'un homme trop beau, ça peut être... Alors, risqué, c'est peut-être un terme un peu fort, mais en tout cas, ça peut déstabiliser aussi une femme. Ça peut lui mettre la pression sur son apparence physique. Elle peut être jugée peut-être comme femme superficielle. Enfin, il y a aussi cette précaution par rapport à... Oui, absolument. Il y a deux choses. À la fois, il y a un peu l'idéal d'amour romantique qui veut que si on aime quelqu'un, la véritable attirance, elle ne passe pas par les qualités extérieures, elle passe par les qualités intérieures. Donc il y a ce mythe-là qui fait qu'il y a certaines femmes qui peuvent se sentir mal ou coupables en fait d'apprécier un homme pour son apparence, parce qu'elles considèrent que c'est pas le valoriser en fait. C'est pas parce que il y a aussi la question de considérer l'être humain en tant que personne en fait. Et alors que si jamais on ne l'apprécie que pour son apparence, finalement on le considère comme un objet. Et donc c'est très important aussi pour les femmes rencontrées de considérer les hommes comme des êtres humains et pas comme des objets. Ensuite, il y a aussi le problème. C'est vrai que le mot risque, il est ressorti dans la bouche de certaines femmes. En fait, l'idée d'avoir une relation avec un homme jugé très beau, à la fois, ça peut les mettre dans une position d'inconfort en se disant qu'elles-mêmes ne sont pas assez belles. Et en fait, comme on sait à quel point c'est important pour une femme de se sentir à l'aise et désirée, de se sentir séduisante en général, il y a une forme de pression sociale très forte en fait pour les femmes qui sont dans une forme qui manquent de
confiance en fait vis-à-vis de leur apparence. Et l'idée de se mettre en couple ou d'avoir une relation avec un homme très beau, ça peut déstabiliser cette confiance parce que du coup, on se dit mais est-ce que je suis assez bien pour lui ? Et donc voilà, ça peut créer des stress très forts qui font qu'il y a des femmes qui n'essayent même pas d'espérer en fait une relation avec un homme plus beau. Après, il y a quelques femmes, c'est plus rare, qui considèrent que si un homme très beau est attiré par elles, ça veut dire qu'elles sont belles. Du coup, ça peut aussi les rassurer, mais ça c'est quand même assez rare. La plupart du temps, c'est plutôt l'inverse. Et puis en plus, il y a l'idée de concurrence avec d'autres femmes, de se dire non mais tout le monde va se dire mais qu'est-ce qu'il fait avec une fille comme moi, je ne suis pas assez bien, etc. C'est terrible. Enfin, c'est vrai qu'on se dit, on a intégré un certain nombre de clichés, vous parlez de construction sociale, mais ça vient pas de nulle part, de considérer ça, alors qu'on critique beaucoup moins des hommes qui sont peut-être pas si beaux que ça ou qui sont très âgés avec des très jolies filles. Donc c'est très déséquilibré, notre regard. C'est sûr. Ça c'est vraiment, c'est en plus les représentations, dans le cinéma français est très fort aussi pour montrer, et pour mettre en valeur ces couples où effectivement l'homme ne correspond pas du tout aux standards de beauté alors que la femme oui. Et voilà, donc effectivement on a plus l'habitude de ce genre de configuration que l'inverse. Au cinéma, c'est vrai qu'on ne voit jamais quelqu'un qui est considéré comme un canon de beauté homme avec une femme banale. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas du tout, donc ça peut être surprenant quand on le voit dans la vie quotidienne. Certaines femmes trouvent les hommes laids intéressants, voire disent préférer avoir un partenaire laid. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce qu'on vient de dire ? Est-ce que ça s'explique, j'imagine ? Oui, en fait, à la fois, ça peut être valorisant parce qu'il y a l'idée, c'est marrant, c'est vraiment une idée reçue qui est que l'homme va juger l'esthétique de la femme selon lui-même son propre niveau de beauté. C'est-à-dire qu'il y a un peu cette idée que moins un homme est beau, plus il sera indulgent vis-à-vis de l'apparence physique des femmes. Bon, ce qui est faux, mais en tout cas, c'est une idée qui est prégnante. Et donc, inversement, plus un homme est beau, plus il sera exigeant. Et donc, ce qui fait que y a des femmes qui peuvent se rassurer par le fait d'être en couple avec un homme qu'elles considèrent moins beau que lui, parce que du coup, elles ont l'impression qu'elles ont le dessus sur cette question-là. Et comme c'est plus important pour les femmes que pour les hommes d'être séduisant aux yeux de l'autre, c'est un déséquilibre qui peut être mieux vécu. Après, il y a aussi... c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la romanticisation finalement de l'amour qui veut que l'amour rend aveugle, et en fait ça peut aussi être une forme de... ça peut être valorisé en fait, de se dire moi j'aime par-dessus les apparences et je l'aime pour sa personnalité, etc. Et après très sincèrement, là tout ce que je dis ça paraît être des discours et des postures, mais c'est aussi des choses que les femmes ressentent vraiment, c'est pas du tout. Sûr. Mais et après en fait il y a différentes façons d'être attiré par une personne, et si jamais la personne, sa qualité principale c'est pas son apparence physique mais c'est son humour, son charisme, etc. Et c'est ça qui prend le dessus. Donc en fait, l'attirance éprouvée envers quelqu'un, elle se positionne sur certaines qualités et elle peut mettre entre parenthèses d'autres. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une idée parfois de déconstruire justement les schémas sociaux, de ne pas objectifier le corps des hommes, d'essayer de reprendre aussi, de se débarrasser, de se libérer d'un certain nombre d'injonctions Oui, absolument. Alors il y a plusieurs femmes qui m'ont dit qu'elles étaient soulagée de se rendre compte qu'elle pouvait éprouver du désir envers un homme qui ne répond pas aux standards de beauté. Donc c'est aussi l'idée de pouvoir... de ne pas simplement reproduire ce qu'on imagine que la société attend de nous. Et là, en l'occurrence, de faire un pas de côté vis-à-vis des normes de beauté et de se dire que c'est pas parce qu'un homme ne ressemble pas à un mannequin tel qu'on peut les voir dans les magazines qu'il n'est pas désirable. Et donc, ça peut être vécu comme source de liberté finalement. Réussir à s'émanciper des normes que d'éprouver du désir envers quelqu'un qui ne ressemble pas à un Apollon a priori. Par contre, d'autres disent qu'elles ont mis du temps à apprécier le corps de leur partenaire. Est-ce que c'est parce qu'il leur déplaît, parce qu'elles ne s'autorisent pas d'avoir un regard et un jugement sur son apparence physique, qu'elles n'ont pas appris à regarder le corps des hommes ? Alors, en fait, c'est vrai que
c'était une surprise aussi. Plus de la moitié des femmes que j'ai rencontrées m'ont dit qu'elles n'avaient pas été séduites par l'apparence de leur partenaire la première fois qu'elles l'ont vu. Et en fait, il y a un effet qui... en fait, déjà, tout ce qu'on a dit, plus le fait que ce sont généralement les hommes qui font les démarches, en fait. Le premier pas, comme on dit. Le premier pas, voilà, c'est souvent les hommes qui les font. Donc, en fait, les femmes attendent d'être choisies. Et en fait, du coup, c'est pas elles qui ont le dernier mot sur l'apparence physique, en fait. Les hommes font le premier pas en choisissant les femmes qui, a priori, leur plaisent. Et les femmes attendent... Bon, je fais des grandes généralités, mais en tout cas, c'est quand même ce qui ressort. Et les femmes attendent d'être sélectionnées pour leur apparence par un homme. Enfin, du coup, elles vont pas prendre en compte l'apparence, surtout si jamais c'est pas une apparence qui leur plaît vraiment au début. Mais ça va être la complicité qui va se nouer entre eux, ça va être la personnalité qui va prendre le dessus et qui va faire que l'affection va naître. Il y a plusieurs relations qui se nouent sans qu'il y ait ce coup de cœur visuel, ce coup de foudre dès les premiers temps. Mais voilà, ça vient progressivement. Alors, il y a des femmes qui expliquent effectivement qu'elles ont réussi à transformer le regard qu'elles portaient sur leur partenaire et qu'elles ont appris à le trouver beau au fur et à mesure. Aussi en l'incitant à aller chez le coiffeur, en allant faire du shopping avec eux, etc. pour que voilà, l'homme s'adapte à leur goût. Et voilà, donc et puis après, voilà, l'amour, l'habitude, une sexualité épanouissante peut faire que l'apparence physique de quelqu'un devient attractive, en fait, grâce à tout ça. Après, il y a aussi des cas de femmes qui, malgré l'amour, malgré l'affection, en fait, continuent à ne pas être séduites par l'apparence de leur partenaire, voire sont un petit peu dégoûtées par leur partenaire. Et oui, j'avais le discours de 2 femmes qui m'expliquaient que oui, ça a été vraiment difficile pour elle, dont une qui est toujours en couple, qui est mariée avec cet homme. C'est un homme qui lui a fait la cour et qu'elle l'a jamais trouvé beau. Ça fait plus de 30 ans qu'elle est avec, elle a eu des enfants avec, et en fait qu'elle ne trouve toujours pas beau. Et en fait, elle a aucun désir pour lui. Elle a essayé de se forcer, ils ont essayé d'avoir une sexualité, mais en fait, elle a pas de désir pour lui, elle le trouve pas beau, mais elle l'apprécie, elle l'aime, et elle l'apprécie pour plein d'autres qualités, mais voilà. Elle est restée, vrai que c'est étonnant. Alors, vous consacrez un chapitre sur la façon dont les femmes regardent les hommes quand elles sont en groupe. Et alors là, pour le coup, elles ne se privent pas de commenter le physique des hommes, parfois avec des mots crus, comme peuvent le faire les hommes eux-mêmes. Ça vous a surprise? Et est-ce que finalement, c'est le groupe qui permet de briser les tabous et de donner un peu plus d'assurance Alors, il y a vraiment un effet, effectivement, de groupe. Alors, pas dans tous les groupes. Il y a aussi des groupes de femmes où on considère ces pratiques vulgaires ou déplacées. Mais il y a des groupes de femmes où il peut y avoir une forme de surenchère. Et effectivement, en fait, notamment dans les espaces publics. Bon, les femmes, en général, quand elles sont seules dans les espaces publics, se sentent relativement en insécurité. Donc, regarder un homme dans les yeux ou essayer voire même de le draguer, c'est des choses qui sont très rares parce qu'en fait, on ne sait pas comment l'homme va réagir. Et donc, voilà, il y a un risque qui est fort. Mais à partir du moment où les femmes sont à plusieurs, elles se sentent plus fortes. Et là, du coup, effectivement, elles peuvent elles peuvent en profiter pour adopter des comportements qu'elles n'auraient pas eu seules. Et donc regarder avec plus d'insistance les hommes, commenter ouvertement leur physique, voire effectivement avoir des propos crus. Et voilà, ça peut vraiment être un jeu aussi, une activité volontaire en fait, de dire allez, on va aller à une terrasse de café, on va mater les mecs et ça va être sympa. Et c'est vrai que ça peut être même perçu comme assez émancipateur en fait, parce que justement c'est une façon de pas de reprendre le pouvoir, mais au moins de s'autoriser un regard qui, sinon, est freiné en fait par plein de formes de contraintes, que ce soit la crainte de la réaction de l'homme, les problèmes éventuels de harcèlement de rue, voire de violences sexistes et sexuelles, et puis aussi le fait que ça se fait pas en fait. On peut aussi se sentir mal, c'est un peu déconvenant de faire ça. Oui. Vous avez l'impression que le regard des femmes sur les corps masculins est en train d'évoluer et si oui, à quoi attribuez-vous cette évolution ?
Alors, c'est pas facile de savoir s'il évolue, mais en tout cas, il y a des évolutions liées aux droits des femmes qui peuvent avoir un impact sur leur regard, à la fois. Bon, bien sûr, l'accès à la contraception, qui a permis d'avoir une sexualité récréative, mais aussi l'accès à une indépendance financière, en fait. Les femmes, avant, cherchaient chez l'homme aussi quelqu'un qui puisse subvenir à leurs besoins. Elles peuvent maintenant se permettre de choisir les hommes sur d'autres critères que simplement ces critères de subsistance, économiques. Donc ça, c'est un socle important qui permet des transformations. Il y a aussi le changement de la société qui, effectivement, est une société de l'image où l'apparence compte de plus en plus. Il y a une évolution aussi par rapport aux masculinités, aussi, où en fait, il est plus toléré pour les hommes de prendre soin de son apparence aujourd'hui que peut-être il y a 30-50 ans. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qui évoluent. Après, ce qui n'évolue pas, c'est la surreprésentation de corps de femmes érotisés. Voilà, il y a toujours un écart fondamental. Ou de corps de femmes parfaits, ou presque irréalistes, parce que retouchent des images et tout ça. Absolument. Les mouvements féministes, peut-être, ont pu jouer aussi sur l'évolution de ces regards. Oui, bien sûr, les mouvements féministes ont appuyé. Ça s'est surtout concentré sur la critique, justement, de l'érotisation des corps de femmes ou de cette injonction à la perfection. Mais c'est vrai que les mouvements féministes se sont un petit peu moins attaqués au regard de femmes sur les corps d'hommes. Oui, c'est des choses un peu plus niches, même si du coup, moi, les projets que j'ai étudiés, je considère que c'est des mobilisations féministes et que c'est une forme de mobilisation que de vouloir érotiser les corps d'hommes en tant que femmes pour accéder à une forme d'égalité. Mais donc il y a des choses qui changent, mais il y a encore ce problème d'asymétrie en fait entre hommes et femmes, et avec cette idée que le désir masculin est un désir actif et un désir visuel en fait qui du coup enferme le corps des femmes dans ce statut d'objet. Oui. Et à la fois, il y a une pression sociale beaucoup plus forte chez les femmes à être séduisantes physiquement, qui fait que, pour le moment, cette asymétrie-là, tant qu'elle n'est pas remise en question, je vois pas bien comment est-ce que les choses peuvent vraiment évoluer. Alors d'ailleurs, en parlant donc du corps et de la recherche de la perfection, on est dans Injonction et Bistouri, donc c'est vrai qu'on sait que les femmes sont les plus nombreuses à recourir à des procédures de médecine ou de chirurgie esthétique. Est-ce que parmi les femmes interrogées, même si vous n'avez pas abordé cette question typiquement, est-ce que vous avez vu que certaines y avaient eu recours ou l'avaient évoqué ou pas du tout? Je crois qu'aucune ne l'a évoqué. Non, c'était plutôt en non. En fait, cette question de la beauté des femmes, elle arrive plutôt dans les non-dits et on comprend ça par rapport à ce qu'elles disent sur les hommes. Mais c'est vrai que c'était pas forcément des choses qui étaient abordées. A posteriori, après l'enquête, je sais qu'il y en a une ou deux qui ont eu recours à des injections, à des injections de Botox. Oui. Mais sinon, j'ai pas l'impression qu'il y en a eu beaucoup. D'accord. C'est pas un thème que vous avez abordé. Vous j'en profite pour vous poser la question personnelle. Vous-même, c'est quelque chose, parce que ce travail, j'imagine que vous avez évidemment réfléchi, vous, à aussi bien votre regard sur les hommes que est-ce que vous avez une pression sur votre apparence physique et est-ce que vous avez peut-être imaginé un jour recourir à ces procédures ou... Beaucoup de questions en une. Oui, de toute façon, c'est vrai que quand on travaille sur un sujet aussi intime et que celui-ci, ça fait forcément écho à sa propre histoire. Donc en fait, moi, pendant toutes les années d'enquête, j'ai réfléchi à mon propre rapport à mon corps et au corps des hommes à travers les différents regards. En fait, j'étais comme en dialogue avec tous les entretiens que j'ai eus et du coup, je me suis nourrie de ça et ça m'a permis de me positionner et d'apprendre à me connaître un peu mieux. Et oui, du coup, je me reconnais dans ces difficultés à
En fait, c'est plutôt sur la question du sentiment de surveillance, en fait. Oui. Globalement, je me retrouve dans beaucoup des femmes que j'ai rencontrées. Mais sur la question de se sentir toujours regardée et de évaluer, voilà, d'être toujours dans l'inquiétude de comment est-ce que les gens me perçoivent. Oui, ça, c'est des choses que je vis aussi comme elles. Et ça m'a aidée aussi, en fait, de comparer mon propre vécu au leur. Ça m'a vraiment aidée à pouvoir comprendre, en fait, ces choses-là et à en faire des interprétations plus globales. Et vous aviez le sentiment, vous, d'avoir subi cette pression, vous venez de parler de surveillance, donc sur l'apparence physique, d'avoir depuis longtemps, ou parce que parfois au collège, au lycée, c'est vrai, parce qu'on peut aussi ne pas se soucier vraiment de son apparence physique, hein. C'est Bien quelque sûr. chose qui est très... mais il y a des âges où, effectivement, même si on ne s'en soucie pas, les autres nous le rappellent, donc c'est quelque chose que vous avez vécu aussi ou... Oui, bien sûr. Oui. J'ai voulu être ressemblée à des femmes magnifiques qu'on voyait à la télé, et donc j'ai été très triste de ne jamais réussir à leur ressembler. Et encore aujourd'hui, des fois, quand j'y pense, je me dis mais c'est fou, pourquoi est-ce que je ne suis pas cette icône de beauté? Alors, faut citer un nom. Non, vous avez un nom? Je sais pas, Monica Bellucci. Oui. Je m'étais dit waouh, ça va être incroyable d'être Monica Bellucci. C'est sûr. Et en même temps, après coup, je me disais non, ça doit être très difficile. Parce que je considère qu'il y a aussi une forme de confort de ne pas être trop belle. Enfin, je sais pas. C'est comme ça que je me conforte. Mais parce que je pense que, en fait, les mêmes stéréotypes et a priori qu'on a sur les hommes trop beaux, ils peuvent aussi se produire sur les femmes jugée trop belle. Et j'imagine que c'est pas si confortable que ça. Donc en fait, je pense que c'est difficile dans tous les cas pour tout le monde. Oui, non, c'est sûr. Et donc, le fait de travailler sur ce sujet, votre regard a évolué sur le corps des hommes ou... Je pense pas que des choses aient changé parce que... pour ma part, du coup, même si j'avais toute cette pression sociale à être séduisante et avec toutes les problématiques liées à ne pas réussir à ressembler, ne pas être assez parfaite, j'avais quand même toujours une forme d'attirance envers la beauté masculine. Moi, je me rappelle que je pouvais, les pubs pour parfum des hommes, j'ai pu en collectionner, comme j'avais des pubs pour parfum de femmes, mais du coup, c'est vrai que ça n'a pas changé. Alors, quand on se sent bien dans son corps, ça booste l'estime de soi et on regarde peut-être les hommes autrement. Est-ce que parmi les femmes que vous avez interrogées, il y en a peut-être celles parmi les plus âgées, je ne sais pas pourquoi je me dis que finalement, c'est parce que je suis moi-même un peu plus âgée, que finalement on est libéré d'un certain nombre de choses et que peut-être on s'autorise plus et que on a quand même fini par, pour la plupart d'entre nous, à être à peu près OK avec notre apparence physique. Donc est-ce que ça aide à, pas l'idée de forcément les regarder plus, mais d'être plus détendu dans cette relation visuelle ou avec les hommes? Oui, absolument. Il y a plusieurs femmes qui me disaient qu'elles regardaient plus quand elles se sentaient bien dans leur corps, alors qu'inversement, quand elles se sentent pas bien, elles sont plutôt enfermées dans leur bulle et elles ne veulent pas être confrontées au regard des autres. Oui, c'est sûr, c'est logique. Alors, y a-t-il une anecdote recueillie pendant votre enquête qui vous a particulièrement marquée ou surprise? Il y en a tellement. Je pense que ce qui m'a le plus surpris finalement, c'est la réaction de certains hommes au cours des expositions du collectif Lost in Men, par exemple. Donc des expositions photos qui montrent seulement des photos de corps d'hommes érotisés, ce qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, en général. Et la réaction de certains hommes hétérosexuels en fait à ces images, ça m'a vraiment surprise. Il y en a qui m'ont dit par exemple que ils venaient de comprendre que le corps masculin pouvait être regardé et désirable. Oui. Et en fait, ça, effectivement, de me dire ah oui, en fait, ces hommes qui me disent ça n'avaient pas conscience qu'ils pouvaient être regardés et appréciés pour leur corps par d'autres individus, en fait. Oui. Et ça, je pense que c'était la plus grosse surprise, finalement, de se dire waouh, ils n'ont pas cette perception, je ne veux pas généraliser, mais en tout cas, ceux qui m'ont parlé,
n'avaient pas ce sentiment de surveillance, justement, en fait, Oui. ne se savaient pas regarder. Oui, Et en c'est fait, ça doit apporter une telle liberté, en fait, C'est sûr. dans les agissements. On peut du coup s'habiller comme on veut, sortir comme on veut, ne pas se... Enfin voilà, ça réduit un certain nombre de problématiques. C'est sûr. Alors, on arrive à la fin de l'entretien. Vous aimeriez ajouter quelque chose, Morgane ? Non, bah écoutez, je pense que c'est important, en tout cas, que chacun, chacune réfléchisse à la manière dont on perçoit le corps de l'autre et d'échanger en fait aussi entre amis, avec son partenaire sur ces questions-là, parce que c'est vrai que on a l'impression que c'est des choses naturelles et qu'on a du mal. Enfin, du coup, on n'y pense pas forcément et je pense que c'est des choses qui peuvent être modifiées, ajustées et voilà. Donc en parler, je trouve que ça permet déjà de peut-être faire des petits changements et puis ne pas hésiter aussi à se rassurer mutuellement. Je pense que c'est important de se rappeler que chacun se regarde et tout en sachant que ça peut être pressurisant et ça peut être compliqué à recevoir ce regard. Donc aussi avoir des regards bienveillants et rassurés. Voilà. Rassurer l'autre, faire des compliments. Voilà. Alors, on arrive à ma question rituelle de fin d'interview dans Injonction et Bistouri, puisque, évidemment, j'interroge notre rapport à l'apparence physique et notamment quand ce rapport est un petit peu bousculé par le temps qui passe. Vous aimeriez vieillir comment ? Moi ? Oui. Waouh. Eh ben, j'aimerais vieillir sans miroir. Parce qu'en fait, c'est dur de se sortir, enfin même si on a envie de ne pas être affecté par le reflet de son apparence qui change, bah, le miroir nous le rappelle toujours, quoi. Donc voilà, du coup, sans miroir, j'arrive à complètement oublier que je ne ressemble pas à ce à quoi j'aimerais ressembler. Mais le miroir vient souvent me le rappeler. Donc voilà, sans miroir, mais entouré de personnes bienveillantes. Et voilà, et je pense que la bienveillance, elle doit se faire... Tout le monde devrait, enfin je ne veux pas faire une injonction, mais la bienveillance, elle doit se faire aussi entre femmes, parce que là on parle beaucoup des rapports hommes-femmes, donc bien sûr que chacun ait un regard bienveillant sur l'apparence qui change de l'autre, mais aussi entre femmes, parce que des fois on peut être un petit peu durs les unes les autres, parce que ça se rapporte à nous en fait aussi, c'est se dire oh bah t'as vu comme elle a vieilli, elle a pas pris soin d'elle, mais parce que soi-même c'est quelque chose qui nous importe, bien et du sûr. coup on calque sur les autres des choses qui des fois en plus ne concernent pas les autres. Donc voilà, je pense que c'est important pour mieux accepter les transformations pour soi-même, je pense qu'il faut aussi les accepter pour les autres. Merci beaucoup Morgane Tocco d'avoir partagé avec nous vos recherches et votre analyse qui pointe la façon dont les codes de la société patriarcale influencent encore largement le regard des femmes sur le corps masculin. Chère auditrice, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous le partagerez autour de vous. J'attends votre commentaire ou toute autre remarque sur mon compte Instagram Injonction et Bistouri. Vous avez recouru à la médecine ou à la chirurgie esthétique et vous souhaitez partager votre expérience ? Contactez-moi. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et à vos écouteurs dans quelques semaines pour un nouvel épisode sans retouche.